Oui, la Maison Change, on est une entreprise familiale, c'est notre base, c'est très important pour nous. Donc une entreprise de 100% familiale fondée par mon grand-père Étienne en 1946. Donc nous sommes une jeune maison, située dans la partie septentrionale de la vallée du Rhône, donc à Côte-Rôtie même, à travers une double activité, une activité de propriétaire et de vinificateur principalement sur la partie septentrionale, Côte-Rôtie, Condrieu, Hermitage, Saint-Joseph, Crozes-Hermitage. Une activité importante dans le sud en tant que négociant-éleveur sur des appellations telles que Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Tavel et bien sûr Côtes-du-Rhône. En termes de volume, rapidement, combien de cols ça représente par an? Une production stable annuelle de l'ordre de 7 millions de cols environ. Alors en discutant au préalable, vous avez insisté beaucoup sur l'ancrage rhodanien. Donc c'est quelque chose de très important. Vous êtes vraiment une marque ancrée dans un territoire spécifique et limité. Oui, vous avez dit deux choses importantes. Vous avez dit rhodanien et vous avez dit marque. Le mot marque en France, c'est presque un gros mot. Quand on travaille à l'export, on s'aperçoit que ce n'est pas du tout choquant. Donc on peut appeler ça une famille, on peut appeler ça une propriété ou une marque. Moi, ça ne me choque pas du tout. Notre essence est rhodanienne, c'est-à-dire qu'on a toujours été basé en vallée du Rhône. On travaille tous les jours pour la vallée du Rhône. Et je suis persuadé qu'entre guillemets, on est au bon endroit. C'est-à-dire que quand on regarde à l'échelon international, les cépages qui bougent beaucoup, on voit que la Syrah intéresse beaucoup de monde. Le Grenache bouge également. Et puis sur les blancs, les Viogniers, évidemment, qu'on retrouve un petit peu partout. Ça a commencé par la Californie, on les retrouve aujourd'hui en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, etc. Ce sont Syrah et Viognier, les deux cépages qui, non pas en volume, mais en pourcentage, sont les cépages les plus plantés dans le monde aujourd'hui. Hein. Ça vient du fait qu'une appellation comme l'appellation Condrieu, qui est par exemple le berceau du Viognier, il y a 50 ans, Condrieu, c'était grosso modo 9 hectares de Viognier. Aujourd'hui, en termes de pourcentage, l'appellation fait déjà 190 hectares, mais surtout, on la retrouve un petit peu, on retrouve le Viognier un petit peu partout dans le monde. Donc voilà, c'est très dynamique. La vallée du Rhône est une région qui bouge beaucoup et c'est plaisant d'être au cœur de cette action. Alors la région bouge beaucoup parce que le niveau qualitatif global a progressé. En tant que négociant, vous êtes amené à goûter, à rencontrer forcément beaucoup de producteurs et je pense que vous avez dû voir aussi cette mutation technique qui est probablement à l'origine aussi de la notoriété croissante de ces cépages et des vins de la vallée du Rhône. Il y a une mutation technique qui est réalisée dans le Rhône tous les jours. On retrouve ceci dans d'autres régions viticoles françaises. Bon, ce qui est passionnant, c'est qu'on voit des choses qui changent. Hein. On a un organisme interprofessionnel, Inter-Rhône, qui est très dynamique, qui a une communication institutionnelle sur les vins du Rhône qui, à mon sens, est très bonne, est excellente. Par contre, par exemple, la façon dont Inter-Rhône va communiquer à l'étranger, c'est souvent à travers une phrase très courte, une accroche qui est Think Red, Think Côte-du-Rhône. Voilà, les gens sont très surpris par la qualité de nos blancs en vallée du Rhône. Je viens d'une partie septentrionale, il y a les Condrieu, il y a les Hermitages blancs, les Saint-Joseph blancs, les Crozes-Hermitage blancs. Et donc on voit notamment au niveau technique, puisque les blancs sont quand même des vins qui restent très techniques, on voit un niveau qualitatif qui grandit beaucoup. Après, il y a aussi une révolution et un changement dans les mentalités. La vallée du Rhône, malheureusement, il y a 40 ans ou il y a 50 ans, c'était entre guillemets pas grand-chose. Hein. Donc il y avait une vision, on peut la nommer de façon négative du Côte-du-Rhône. Le Côte-du-Rhône, c'était un vin qu'on buvait un petit peu frais sur le bord du comptoir. C'était le vin parisien, mais c'était le pot de côte, bon, c'était pas très reluisant. Et puis, il y a une grosse transformation, c'est passé par la technique, mais aussi par les esprits. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont dit « oui, mais la vallée du Rhône, c'est pas que ça ». Voilà, il y a des grandes appellations traditionnelles dans le sud, je pense à Châteauneuf-du-Pape, les Côte-Rôties, les Hermitages dans le nord, qui sont des appellations historiques. Hein. On travaille la vigne, on fait du vin à Côte-Rôtie depuis 2400 ans, donc ça fait un petit moment que ça dure. Et donc le Côte-du-Rhône, c'est pas forcément un vin simple, ça peut être des vins de terroir, c'est des vins d'histoire bien sûr. Et je pense qu'il y a une grande révolution qui est en marche pour ces vins de la vallée du Rhône. Les États-Unis ont beaucoup contribué, je pense, à asseoir la notoriété des vins de Rhône, parce qu'il y a eu un phénomène de fanatisation autour de ces vins aux États-Unis assez tôt, hein, finalement, dans les années 90, le phénomène a commencé à prendre de l'ampleur. Ça concernait principalement les rouges. Vous, en tant que maison qui produit du blanc, vous avez un effort de pédagogie à faire. Et vous, comment ça se passe? Comment vous expliquez ces fameux Viogniers, ces fameux blancs du Rhône? Vous allez sur le terrain? Alors, les États-Unis, c'est notre marché traditionnel. Ça fait maintenant 49 ans qu'on est aux États-Unis. Une place importante, on va dire, sur les vins du Rhône en distribution sur les États-Unis. C'est donc un marché traditionnel pour nous. Par traditionnel, j'entends que le dollar peut monter, peut baisser.
il y a peu de changements au niveau de nos ventes sur le marché américain. Ce qu'on va voir aux États-Unis, c'est qu'il y a un phénomène de mode. Alors, il y a une grosse mode pour les Châteauneuf-du-Pape aux États-Unis. On avait un petit peu ouvert la voie il y a quelques années. En 2002, notre Châteauneuf-du-Pape a été numéro 1 du top 100 Wine Spectator. Ça a été un peu une révolution. Ça a mis un gros coup de projecteur sur l'appellation Châteauneuf-du-Pape. Voilà, les 10 années qui ont suivi, il y a toujours eu un Châteauneuf-du-Pape dans le top 10 du Wine Spectator, ce qui a, on va dire, profondément changé la distribution de Châteauneuf sur les États-Unis. On fait aujourd'hui un gros effort sur une appellation telle que Saint-Joseph. Je pense que Saint-Joseph est en train de se développer aux États-Unis. Vous m'avez posé la question sur les blancs, il y a toujours une place pour la qualité, ça j'en suis persuadé. Et quand on arrive à montrer des grands blancs, tels qu'on en a en Condrieu, en Hermitage, justement sur Saint-Joseph, des Côtes-du-Rhône blancs qui changent beaucoup aussi avec des cépages tels que la Roussanne méridionale, le Vionnier qu'on retrouve dans le sud également, voilà, la Clairette, le Bourboulin. Je suis persuadé que voilà, les acheteurs américains sont sensibles à ces efforts qualitatifs. Le marché américain est un marché important pour vous. L'export en général représente, alors c'est un peu différent des autres grands opérateurs du Rhône, 50% de votre chiffre d'affaires. Oui, une maison comme la nôtre, je devrais vous faire une réponse en vous disant que l'export représente 80 ou 90%. Ça n'est pas le cas. Nous n'avons jamais voulu négliger le marché français. Le marché français est un marché captif. Il y a beaucoup d'amateurs de grands vins en France, donc le marché français c'est 50% de notre activité et l'export c'est les 50% restants à travers 104 pays à l'export, donc c'est très bien diversifié. Alors ce marché français, pour le soutenir, évidemment vous avez un réseau d'agents de distribution. Très traditionnel. Très traditionnel, mais vous ne faites pas de communication institutionnelle à l'intention du marché français. Vous n'êtes pas présent dans la presse, vous n'achetez pas d'espace publicitaire. Comment vous communiquez avec ces prescripteurs, aux gens qui aiment les grands vins du Rhône et particulièrement vos vins? Je vais vous faire une réponse qui est peut-être un peu passéiste, mais que j'assume pleinement. Quand on veut investir, il y a deux façons d'investir. Soit on investit beaucoup dans l'amont, soit on investit dans l'aval. Nous, on est persuadés que l'investissement en amont, c'est notre réputation, c'est notre savoir-faire. Donc ça se fait à travers les meilleures vignes, les meilleurs terroirs, les meilleures sélections au niveau des vins de négoce par exemple. Donc savoir valoriser ces vins. L'élevage, je crois beaucoup dans l'élevage. Donc voilà, on est dans un monde où tout va vite. Pour le vin, il ne faut pas que ça aille trop vite. Je déguste beaucoup de 2013 en ce moment. C'est un petit peu tôt peut-être pour les 2013. On n'a presque pas eu d'hiver. Ça aurait été bien que l'hiver passe dessus pour que les vins se fassent un petit peu. Donc pour les grands vins, il faut prendre son temps. Il ne faut pas être trop pressé. Bon, ça c'est notre vision, beaucoup investir en amont. L'aval, en ce qui nous concerne, c'est quelque chose qui a tendance à suivre. C'est-à-dire que les gens vont venir nous voir, ils ont entendu parler des produits, ils ont entendu parler de la maison. Voilà, quand on a la chance que les gens viennent vous voir et vous contactent, là il faut être très bon. Donc là il faut être capable de leur apporter toute l'information, toute la communication. On a un site internet qui est purement institutionnel. Il n'est pas fait pour démarcher des nouveaux clients, mais quelqu'un qui a entendu parler de la maison Guigal, il va sur notre site, il a une vision très juste et tout à fait réelle de ce qu'est notre maison. Et puis s'il veut fouiller, gratter un petit peu au niveau technique, ça c'est notre cœur de métier, donc il va trouver beaucoup d'éléments techniques sur les fiches techniques, sur les vins, sur les terroirs, la façon dont on travaille, dont on vinifie, etc. etc. Donc voilà, c'est une vision, on va dire, qui reste professionnelle. Bien sûr, l'amateur aujourd'hui, il a accès à beaucoup d'informations par rapport à autrefois, les médias sociaux, les sites internet. Il y a une grande ouverture, on va dire, sur le particulier pour avoir accès à ces informations. Si on a la chance qu'il en ait juste un petit peu entendu parler, qu'il nous contacte, là, il va falloir être très bon. On préfère faire ceci plutôt que d'aller au-devant du consommateur et puis on va dire lui apporter tout sur un plateau comme ceci avec des informations qu'il ne digère pas forcément de lui-même au départ. En fouillant un petit peu sur internet pour essayer de retrouver un petit peu ce que représentait la marque, on est frappé d'une chose et ça rejoint un peu ce que vous disiez. Il y a beaucoup de très bonnes critiques dans la presse et il y a beaucoup de reprises de ces articles pour le coup dans les réseaux sociaux. On sent qu'il y a un travail de fond qui est assez conservateur, assez classique. On présente nos vins, ils sont notés, ils sont approuvés, ils gagnent des prix et à partir de ça, nous, on peut décliner une communication. C'est le cas de votre compte Twitter qui reflète beaucoup ce qui se dit dans la presse, les dégustations qui sont organisées. C'est comme ça que vous avez pensé votre stratégie? Oui, c'est comme ça qu'on pense notre stratégie. Bon, les médias sociaux aujourd'hui ou les réseaux sociaux, on peut entre guillemets pas tellement s'en passer. Une maison de taille moyenne ou importante sans compte Facebook ou sans compte Twitter, c'est compliqué.
c'est aussi générationnel. Et je pense que si on n'a pas ceci, on se prive d'une frange de la population qui s'intéresse beaucoup au vin. Les gens de la génération de mon père n'ont jamais entendu parler de compte Facebook ou de compte Twitter et je dirais que ça leur passe au-dessus. Ils n'ont pas besoin de ceci pour s'intéresser au vin. Par contre, il y a toute une frange de la population aujourd'hui qui est très active, qui est très dynamique. Les blogs sur le vin sont en train d'exploser. Bien sûr, il faut donner du grain à moudre. Donc il faut donner des éléments pour que ces personnes puissent relayer des informations, des nouveautés, etc. Sur le marché français, il y a une nouvelle génération de consommateurs qui ne goûtera probablement jamais, ou peut-être dans 5 ou 10 ans, des côtes-rôties, des condrieux, mais qui va d'abord découvrir les vins du Rhône par des vins qui sont peut-être plus abordables, qui sont dans l'entrée de gamme. Et aujourd'hui, il n'est pas certain que ces consommateurs perçoivent ou comprennent la magnifique note sur le wine spec, ça ne leur dira rien. Oui, là, on est presque dans la stratégie d'entreprise. Vous venez de dire quelque chose qui est important, c'est un peu un fondement de notre maison. On produit des grands vins à côte-rôtie, on est connu pour ça. La Mouline, la Turque, la London sont des noms qui font rêver. Seulement, moi, je suis intimement persuadé qu'une personne qui n'a jamais dégusté ces vins-là et qui ne connaît pas les vins du Rhône, la première fois qu'elle va se trouver chez un caviste ou dans une boutique avec des vins du Rhône, elle va rarement aller vers les vins les plus chers. Donc elle va commencer son éducation, et je parle bien d'éducation, par le Côtes-du-Rhône, qui est le premier vin que l'on propose à la maison. Si ce vin est de qualité moyenne, je pense qu'on a perdu notre pari. C'est-à-dire que la prochaine fois, ça ne sera peut-être pas forcément un vin du Rhône, ça peut être un vin d'ailleurs. Bon, le marché français est franco-français. On travaille à l'export. Vous allez, ne serait-ce qu'outre-Manche, et vous allez voir chez les Britanniques, il y a pléthore d'offres, il y a beaucoup de choses pour changer d'avis toutes les minutes. Si la personne déguste un Côtes-du-Rhône de la maison Guigal, qu'elle voit une qualité intrinsèque réelle dans ce vin, qu'elle voit un rapport qualité-prix ou un rapport plaisir-prix qu'elle aura rarement avec un autre vin, je suis persuadé que la prochaine fois, non seulement elle peut réitérer son acte d'achat, mais peut-être s'intéresser à autre chose. Il y a des Gros-Hermitage, il y a des Gigondas sur la partie méridionale, il y a des appellations montantes, les Saint-Joseph, qui sont très intéressantes avec des rapports qualité-prix et des cœurs de gamme qui sont encore excellents. Et puis peut-être un jour, cette personne va se passionner pour la vallée du Rhône. Là, elle aura accès, avec des budgets plus importants bien sûr, à des côtes-rôties. Et puis je lui souhaite une fois dans sa vie de boire une bouteille de Mouline, de Turque ou de London, mais ça se fait rarement à l'inverse. Le seul marché qui pourrait me faire mentir, c'est peut-être le marché chinois, qui est un marché qui est un petit peu pris à l'envers, c'est-à-dire on commence par les très hauts de gamme. Le début du vin en Chine passe à travers des prix qui sont un petit peu stratosphériques, donc il y a un peu une recherche de ces hauts de gamme. Pour moi, ce n'est pas du tout représentatif de mon marché. Mon marché, je le construis avec une base très solide, et puis c'est un peu une pyramide, et on va monter jusqu'à l'excellence des grands terroirs. Globalement, c'est une stratégie de communication quand même qui est assez discrète, qui est en retrait du produit. Ça reste vraiment une démarche, c'est un bon réseau de distribution qui fait des bonnes ventes et qui fait parler du produit parce que le produit est visible, est bu et consommé. Voilà, tout est investi dans le produit. Moi, mon meilleur avocat, c'est ce que j'ai dans la bouteille. Je n'ai pas tellement besoin d'être là aujourd'hui, je ne vais pas tellement justifier, je dirais, de la qualité. Il faut que la qualité soit intrinsèque, propre au produit, et que la personne qui tire le bouchon et qui déguste le vin, voilà, là j'ai mon meilleur ambassadeur, j'ai mon meilleur avocat liquide dans la bouteille. Et l'autre, le pendant de cette approche, c'est également d'avoir une marque reconnaissable et une marque à laquelle on s'identifie. Et vous avez fait le choix d'une démarche familiale, d'une maison familiale, avec un volume produit quand même très important. Mais votre communication, votre compte Facebook, c'est aussi, entre guillemets... C'est du fait maison. C'est du fait maison. Oui, c'est du fait maison. Comme je le disais, tout repose sur les produits. Si on fait une analyse marketing, mais très basique, vous pourrez remarquer qu'on a la même étiquette. Alors les mauvaises langues diront la même étiquette depuis 60 ans. Ce n'est pas complètement faux, hein. Elle ressemble beaucoup. C'est une étiquette qu'on fait évoluer assez régulièrement. Donc les changements se font par petites touches successives. Un client Guigal qui achetait du Guigal il y a 60 ans, il dira l'étiquette n'a pas changé. Vous mettez l'étiquette d'il y a 60 ans, l'étiquette d'aujourd'hui, elles n'ont pas grand-chose à voir parce qu'on l'a fait par petites touches. Toujours sur du marketing très basique. Beaucoup de mes confrères, et je respecte, c'est une façon très logique de travailler, travaillent avec l'appellation et donnent des noms à leurs vins. Vous remarquerez que sur toute notre gamme, nous n'avons pas de nom de vin. Nous vendons du Côtes-du-Rhône Guigal, nous vendons du Châteauneuf du Pape Guigal, du Gigondas Guigal.
C'est une façon de communiquer qui est très basique, mais on demande simplement aux connaisseurs de reconnaître l'appellation et puis d'avoir confiance en la marque, dans le produit, dans le savoir-faire de la production, du producteur, du négociant. Et cette confiance, vous la sollicitez notamment en étant présent en tant que producteur familial. Je crois que sur le stand, la famille est bien représentée. Il y a 100% de la famille sur le stand, donc c'est très agréable. On est venu à 4 avec mes parents, mon épouse et moi. Voilà. La contrepartie, il n'y a pas grand monde en ce moment en Puy, dans les côtes-rôties. Mais disons que oui, on aime travailler en famille, on estime que c'est une force au niveau des prises de décision, la façon de travailler. C'est très agréable en tout cas. Et peut-être pour conclure, on est à presque mi-parcours de Vinisud 2014. Quel est votre ressenti à cette étape du parcours? C'est très positif. Déjà, on a un hall voisin, juste à côté d'ici, le hall de la vallée du Rhône, qui est très dynamique. Hier soir, à 7h30, il fallait un petit peu pousser les gens vers la sortie. Donc, on voit que les gens s'intéressent à la vallée du Rhône, ils passent du temps. Je remarque que c'est un salon qui commence à bouger au niveau international. En ce qui me concerne, je lui apporte beaucoup d'importance et beaucoup de crédit pour le marché français. Je vous ai dit que le marché français, c'était 50% de notre activité. Je vois ici mes agents commerciaux, je vois des VRP, je vois des cavistes, des restaurateurs, des sommeliers qui viennent ici. Pour moi, pour le marché français, c'est un salon qui bouge beaucoup. L'export, je sais que c'est une volonté de Vinisud de développer Vinisud à l'export. Ça pourra se faire, ça peut prendre du temps. Voilà, il y a des salons internationaux tels que Vinexpo et Provagne qui ont vraiment tout axé sur l'export. Donc, il faut être patient. Ça peut se faire petit à petit. Écoutez, on va vous souhaiter une bonne fin de salon et de rencontrer les acheteurs internationaux. Certains sont venus à votre place communiquer avec nous. Merci beaucoup de votre candeur. Merci de votre invitation.